Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et c'est enfin parti pour les bilans fin de saison Formule 1 et oui, vous les attendiez avec impatience. Ces bilans de fin de saison, on fera équipe par équipe comme pour la moto, le même principe. On parlera équipe, on fera vraiment le même principe, c'est-à-dire qu'il y aura une note globale pour l'équipe, puis on détaillera une note chacun par pilote, puis les enjeux 2020. Puis avec beaucoup de statistiques encore, et ça a été plus facile à faire pour la F1 que pour la moto, parce que la moto, des fois, certaines statistiques sont un peu difficiles à trouver. Et il y a des statistiques même que j'ai fait moi-même, donc vous les trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Et bah, on commence tout de suite. Non, je vais juste préciser aussi que pour Red Bull, voilà, le cas Red Bull, je vais le dire tout de suite. Red Bull, je parlerai d'Albon. Pour Toro Rosso, ça sera Gasly. Voilà. C'est un peu plus facile pour faire comme ça. Pour moi, on commence tout de suite avec donc la première équipe. C'est par ordre alphabétique, je vais y arriver. Avec Alfa Romeo. Alfa Romeo, 8e du championnat du monde. Avec 57 points, 9 points de gagnés par rapport à l'année dernière. Le classement, lui, est le même. Et c'est pour ça que je mets 8 sur 20 pour Alfa Romeo. Alors certains vont dire je suis peut-être sévère. Sauf que pour moi, c'est une saison difficile, contrairement à ce que dit Fred Vasseur, le directeur de l'équipe. Pour moi, très clairement, la performance n'est pas exceptionnelle. Alors, Vasseur, il compare à l'année précédente. Déjà, il compare à l'Australie de l'année précédente, où on se souvient qu'en Australie, en 2018, Alfa Romeo était très très loin. Sauf qu'à ce moment-là, le rachat par Ferrari avait été assez récent, que Sauber sortait de 2, 3, 4 saisons très très compliqué au niveau financier, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas vraiment remis du départ de BMW en 2009, et au niveau financier, c'était vraiment pas ça, même si certaines années, ils avaient réussi à construire des voitures qui n'étaient pas trop mauvaises. Le souci, c'est qu'en fin de saison 2018, Sauber, ils étaient tout le temps dans le top 10. Cette année, c'était pas le cas. En termes de hiérarchie, ils étaient devant Haas, mais ils étaient quand même assez loin pour moi de Toro Rosso, Racing Point, et même Renault à la régulière. C'est-à-dire que sur certains circuits, les circuits, on avait besoin de peu d'appui, Spa, Monza, ils ont été très performants. Par contre, sur les circuits un peu plus techniques, souvent ça marchait pas vraiment. Alors le seul cas, l'exception qui confirme cette règle, c'est Interlagos, mais bon, le Grand Prix du Brésil a quand même été assez incroyable. Je crois qu'il y a eu un mauvais choix du côté d'Alfa Romeo, c'est d'avoir un choix très risqué au niveau de l'aileron avant. Je l'ai répété plusieurs fois cette saison, mais ils ont eu un aileron avant qui était très très bas sur les bords. Et je pense que toutes les équipes Ferrari a fait ça également. Toro Rosso a fait un peu ça en début de saison et ensuite ils ont refait un aileron normal. Ils ont modifié un petit peu leur aileron, donc c'était moins le cas. Mais toutes les équipes qui ont eu cet aileron très bas devant, eh bien on s'est aperçu que ça soit Alfa, Ferrari, c'était des voitures qui manquaient beaucoup d'appui, qui n'étaient pas très performantes sur les circuits techniques, qui étaient très rapides sur les circuits de type Bahreïn, de type Spa, de type Monza, qui sont des circuits beaucoup plus de vitesse. Donc je pense que c'était une stratégie qui enlevait beaucoup d'appui sur la voiture, et ce qui était le cas chez Ferrari était le cas également chez Alfa Romeo, et je pense chez Haas également, parce que la Haas est une Ferrari un peu maquillé, on va dire. Donc pour Giovinazzi, le niveau de perf en fin de saison aussi, moi j'étais assez inquiet par Alpha, parce que Alpha, pourtant il y a des moyens supplémentaires. L'intersaison a été beaucoup plus calme que l'année précédente. Et ben on n'a pas vu vraiment la différence. Au classement c'est pareil, en termes de points c'est 9 points de plus, qui est quand même pas exceptionnel. Surtout que les 9 points de plus sont surtout dus à Interlagos. S'il n'y avait pas eu Interlagos, où ils font 4 et 5, grâce aux nombreux incidents qui émaillent la course, je pense qu'ils sont quasiment au même score que l'année précédente, ce qui n'est pas exceptionnel. Surtout que l'année précédente, vous aviez Leclerc, mais vous aviez Ericsson. Et Ericsson, c'était pas du top pilote. Là, cette année, c'était quand même techniquement un peu meilleur. Parce que Giovinazzi, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, n'a pas été si mauvais. Il a eu un début de saison compliqué. Mais je crois qu'à partir de l'été, il s'est pris une petite remontrance. Et puis il a compris comment marchait la Formule 1 et surtout comment marchaient ces voitures-là. Quand même se rappeler que l'année dernière, il avait été dans beaucoup de championnats différents. Ce qui fait et surtout des championnats GT, beaucoup plus que monoplace.
Donc c'était pas facile pour lui pour se réadapter à une monoplace. Et je trouve qu'il n'a pas été si mauvais par rapport à Raikkonen, surtout en fin de saison et en qualification. Pour moi, c'est un 8 sur 20 parce que l'équipe n'a pas été fantastique, loin de là. Qu'il faudra faire mieux pour les années suivantes pour réussir à regagner de la performance et surtout à rattraper un petit peu Racing Point et Toro Rosso, parce que Sauber Alfa Romeo Sauber maintenant devrait être juste au niveau de ces équipes-là, et cette année ils sont quand même, je crois, à 20 points, truc comme ça, de Racing Point, donc c'est quand même beaucoup quand on en a que 57. Donc voilà, il faut rattraper ce retard. On passe tout de suite au duel de pilotes. Le duel de qualification. Alors, le duel de qualification, 12-9 pour Raikkonen, en sachant que Giovinazzi a eu une fois un problème en Q1. Et donc, j'ai décidé également de regarder l'écart moyen entre les deux pilotes en qualification. Donc, c'est la statistique qui n'est nulle part ailleurs. Exclusivité incroyable sur la chaîne. Et donc l'écart moyen, c'est très simple, pour faire l'écart moyen, j'ai pris tous les écarts entre les deux pilotes en qualification, puis j'ai fait la moyenne, et ça m'a donné 6 millièmes. C'est l'écart le plus faible, c'est-à-dire que c'est en dessous de Mercedes, c'est en dessous de chez Ferrari, c'est vraiment l'écart le plus faible en qualification, entre deux équipiers. Donc quand on dit Raikkonen a dominé Giovinazzi, en qualification, c'est pas vraiment le cas, surtout en deuxième partie de saison, c'est plutôt l'inverse. Par contre en course, là, il y a beaucoup plus pour Raikkonen avec 17-4 simplement. Et on peut comparer parce que d'un côté comme de l'autre, on a 2 abandons. Donc voilà, c'est vraiment comparable au niveau de cette statistique. Donc 17-4. Là, on voit la domination de Raikkonen, qui est un très bon pilote le dimanche, qui est peut-être moins bon en qualification aujourd'hui, mais il est plus jeune. Et c'est vrai que les qualifications, c'est quand même un truc. Vous êtes performant surtout jeune, normalement, à part Senna, à part Schumacher qui arrivait à faire des pôles à plus de 32-33 ans. C'est vrai que normalement, c'est un peu plus compliqué à partir d'un certain âge, on va dire, parce que on se concentre beaucoup plus sur la course et qu'on a moins la possibilité, moins l'envie de prendre des risques. Et en qualification, il faut souvent prendre des risques. On passe à Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, je vais y arriver. 12e du championnat du monde avec 43 points. Par rapport à l'année précédente, c'est moins 208 points et moins 9 places au championnat, mais il était chez Ferrari en 2018. C'est quand même son moins bon classement en F1 en championnat, parce que en 2001, quand il avait fait sa première saison chez Sauber à l'époque, il avait pris la 10e place. Donc on est un petit peu loin de cette 10e place. Je rappelle, c'est même le pilote qui a mis fin à la carrière d'Alesi, parce que c'est lui qui avait sorti Alesi à Suzuka en 2001, pour ceux qui se souviennent, avec un accident assez spectaculaire où il avait percuté la Jordan et où Alesi avait pris le pneu dans le casque, donc ce qui aurait pu être très 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 dangereux. 9 top 10 pour Raikkonen, 9 arrivées en Q3. Donc en qualification, c'est quand même pas mauvais. Une meilleure place, c'était du côté du Brésil, à Interlagos, et puis 2 abandons quand même cette saison. Un seul top 5 également. Saison difficile pour Raikkonen, je crois qu'il s'attendait pas vraiment à ça, le pilote finlandais. Il pensait que l'arrivée d'Alfa Romeo, qu'Alfa Romeo mettait beaucoup d'argent, enfin Ferrari, très clairement, le groupe Fiat, mettait beaucoup d'argent dans l'équipe, et il s'attendait à pouvoir jouer les podiums. C'est ce qu'il nous avait raconté l'année dernière, quand il avait dit qu'il avait changé d'équipe. Pour lui, l'objectif, c'était d'être régulièrement dans le top 5, d'être le meilleur des autres, grosso modo, et d'aller pouvoir choper peut-être quelques podiums sur des malentendus, un peu ce qu'a fait Toro Rosso cette année. Eh bien, ça n'a pas été le cas pour Raikkonen. 0 podium, un seul top 5, et c'est à Interlagos, encore une fois, dans des conditions très particulières. Une voiture qui n'était pas exceptionnelle, et je crois qu'il a été assez déçu par sa voiture, parce qu'il s'attendait à être plus proche, je pense, des Renault et des McLaren, et qu'au final, par rapport à McLaren, ils ont 80 points de retard au championnat. Une voiture qui était très irrégulière, et puis même lui, on a senti en deuxième partie de saison qu'il y avait une sorte de démotivation. Il a fait quand même des erreurs il n'était pas habitué à faire ce type d'erreur, quoi. Très clairement. Sochi, le faux départ à Sochi, mais également le contact
à Singapour, même s'il y avait déjà eu un contact entre lui et Vettel, si vous vous souvenez, du côté de Singapour, mais ça a été une deuxième partie de saison, je trouve, très difficile pour lui. Il reste le taulier de l'équipe en termes de nombre de points, mais en deuxième partie de saison, Giovinazzi a vraiment rattrapé son retard. Il faudra qu'il fasse attention l'année prochaine à Giovinazzi. Surtout que ça pourrait être peut-être sa dernière saison en F1, parce qu'il y a des jeunes pousses dans l'académie Ferrari qui voudraient prendre sa place très clairement. On passe à Giovinazzi. Giovinazzi, première saison complète. On rappelle en F1, il avait fait 2 Grands Prix chez Sauber. C'était en 2017, c'était Australie et Chine, où il avait remplacé Pascal Wehrlein qui s'était pété une vertèbre à la course des champions. 17e du championnat du monde avec 14 points seulement, 4 top 10, 1 top 5, 3 fois en Q3, ce qui n'est pas très impressionnant par rapport à Raikkonen qui s'est retrouvé 9 fois dans cette situation-là, 2 abandons et une meilleure course également, c'était du côté du Brésil. Pourquoi je mets 8 sur 20 à Antonio Giovinazzi ? Pour moi, le début de saison est pas bon. La deuxième partie de saison, elle est bonne. Mais la première partie de saison, c'est vraiment pas bon. Il est mangé totalement par Raikkonen, Giovinazzi. De toute façon, même si on se dit Raikkonen est un très bon coéquipier, par rapport à une équipe comme ça de milieu de tableau, c'est pas suffisant. Il marque 0 points jusqu'à Spa. C'est-à-dire que c'est à Monza qu'il marque ses premiers points en Formule 1, Giovinazzi. Donc il faut attendre la 12e, 13e course de l'année. Sur les 10 premières, il est quand même souvent très très loin de Raikkonen, que ça soit en course, mais même un petit peu en qualification. Et puis, à partir de la Hongrie, il y a un inversement un petit peu de situation. L'été où je pense que chez Ferrari, on lui a dit « Si tu commences pas à devenir un petit peu performant, tu vas pas ta place en Formule 1 ». Et ensuite, il a réussi à être bon en deuxième partie de saison. Bien meilleur que Raikkonen, je trouve. Et puis, là aujourd'hui, il est dans une situation où il conserve sa place en F1, ce qui est plutôt bien pour lui. Et l'année prochaine, il sera, je pense, pas simple à battre pour Raikkonen. Il a réussi à bien gérer la pression parce que on lui a mis quand même Hülkenberg dans les pattes pendant toute la saison. On lui a dit si t'es pas performant comme Hülkenberg est sur le marché, on va peut-être prendre Hülkenberg ou on va prendre Mick Schumacher. Mais il y a eu plein de rumeurs sur le deuxième pilote Sauber et sur son départ. C'est pas facile quand vous êtes dans cette situation-là. Vous pouvez très vite faire des mauvais résultats, dégoupiller, commencer à surconduire, surpiloter, faire des erreurs dans tous les sens. Ce qu'avait fait à une époque, par exemple, d'un Daniil Kvyat. Et lui, il a réussi à sauver sa place, à rester très calme, à rester même dans les médias, il était très très calme. Il n'a rien dit sur Ferrari, il est resté très corporate. Au final, il faut quand même se rappeler que c'est pas un branquignol Giovinazzi, parce qu'on a l'impression comme ça qu'il n'a pas fait grand chose. Il a quand même fini 2e du GP2 en 2016, donc l'ancêtre de la F2. Et que qui était premier cette année-là, c'était un certain Pierre Gasly, donc pas un branquignol. 2e de la F3 en 2015, devant quand même Albon, Russell et Leclerc. Alors certes, c'était pas sa première année, mais en 2014, il n'avait pas fini extrêmement loin de Ocon ou de Verstappen. Donc c'est pas un branquignol Giovinazzi. Et il nous l'a prouvé, je trouve, cette saison. 8 sur 20, pourquoi pour moi ? Parce qu'il a mis beaucoup trop de temps à marquer des points et que je m'attendais quand même à un peu plus de concurrence face à Raikkonen. C'est une légère déception, mais c'est pas une catastrophe non plus. On n'est pas sur un 4, on n'est pas sur un 5 sur 20. Donc c'est pour ça que voilà, il faut... C'est parce que j'ai été déçu vraiment par son début de saison et que je trouve qu'Alfa Romeo a quand même été assez compréhensif sur son début de saison, parce qu'ils auraient pu le virer au bout de 10 courses et lui dire ciao à la Formule 1. Il y a d'autres pilotes sur le marché, on a d'autres pilotes chez les jeunes, il y a eu du pot que Mick Schumacher fasse pas une très grande saison à F2 également. Enjeu pour 2020, du côté de chez Alfa Romeo. Je pense qu'il faut prendre moins de risques en conception de voiture. Alors c'est bien de prendre des risques, mais là, c'était un peu trop au niveau de l'aileron avant. Donc voilà, faire une voiture peut-être un peu moins originale, un peu plus basique, on va dire. Raikkonen,
pour moi, doit éviter d'être démotivé au milieu de la saison. Il doit se rappeler que oui, quand on est dans une équipe comme ça de milieu de tableau, il y a des moments difficiles. Giovinazzi doit faire une saison plus constante que cette année, mais je pense qu'il est capable de le faire et qu'il est capable d'être performant. De toute façon, il faut dire qu'il fasse attention parce qu'il y a petit Schumi qui arrive. Alors, il y a deux petits Schumacher, mais il y a surtout Mick Schumacher qui arrive. Et que certes, il est peut-être pas excellent, Mini Schumi, mais alors il a un pouvoir et il arrive à bien utiliser l'aura de son père. Donc voilà, faudra que Giovinazzi fasse une saison importante. Raikkonen pareil, parce que c'est peut-être sa dernière saison, je pense à l'année prochaine. Pas parce qu'il aura du mal à conserver son poste par ses performances, mais parce que Ferrari, normalement, Alfa Romeo a été créé pour amener les jeunes pilotes du driver development dans l'équipe 1. Donc, normalement, c'est là pour faire progresser les jeunes, ce qui a été avec Leclerc. Très clairement, c'est ce qu'ils les ont fait avec Leclerc. Première année chez Sauber Alfa Romeo, puis ensuite, on l'emmène chez Ferrari. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche parce que les vidéos n'arrivent pas toujours de manière régulière sur la chaîne. Puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que j'ai été trop méchant avec Antonio Giovinazzi, trop tendre peut-être avec lui, trop tendre avec l'équipe, peut-être trop méchant. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production, on se retrouve pour de nouvelles aventures.